Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite par un unboxing parce que j'ai reçu des colis. Bon, je ne sais pas ce que c'est Editis, Edi 8 et j'attends rien, je crois. Alors j'ai oublié. C'est un livre. Ah cool! Trop bien. C'est le livre de Fabien Olicard que j'ai demandé à First parce qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. Ce livre vous fera gagner du temps et le temps est une illusion selon... Est-ce que... Non, le temps, êtes-vous réellement en manque de temps ou victime d'une illusion? Voilà. Donc il me tentait beaucoup. Merci infiniment First, c'est trop bien. Je vais leur envoyer un message. C'est trop bien. Je pense que je vais pas mal poster ce bouquin parce que voilà, je vous en avais parlé récemment. Votre temps est infini a été une grosse révélation pour moi quand je l'ai écouté. Et celui-là, je suis bien contente de l'avoir en papier parce que je vais le noter, surligner, postiter, prendre des notes et tout. Et voilà, et c'est trop bien. Merci First, trop bien. Oh, c'est cool. J'en ai reçu deux autres de Pocket. Oui, de Pocket. Hop là. Admirable de Sophie Fontanelle. Ah, je l'ai vu passer celui-là. L'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. J'adore. Il sort quand? Il est sorti le 11 juin. Et si l'humanité s'arrêtait de vieillir? Il y a 15 ans, un traitement miracle stoppait à jamais les outrages du temps. Dès lors, tous les visages sont devenus lisses. Tous sauf celui d'Admira, qui, depuis sa retraite grecque, a échappé sans le savoir à la jeunesse éternelle. Vous êtes, lui apprend-on, la dernière femme ridée sur Terre. Que faire alors sinon éclater de rire? Devenue une curiosité, Admira rejoint bientôt le monde qu'elle voulait fuir, un monde sans aspérité, sans empreinte, sans mémoire, un monde qu'elle peut sauver par et pour les rides de la peur du vide. Excellent. Trop bien. Trop bien. Il a l'air assez court et assez espacé. Il fait 195 pages à peu près. Et voilà, merci Pocket. Et j'ai pas fini. Une deuxième enveloppe, un peu plus petite. Pour... Ah bah, j'ai déjà reçu. Vivante. Merci. Ah bah, je vais peut-être le faire gagner du coup. Il est sorti le 5 juin. C'est un recueil de poèmes. De Clara Issé, donc merci beaucoup, je l'avais présenté déjà en vlog quand je l'ai reçu la semaine dernière, donc voilà, merci encore beaucoup Pocket. Voilà, niveau lecture, rien, je suis toujours là-dedans, j'aime beaucoup, hein, mais j'ai pas du tout le temps de lire, je prendrai le temps un peu plus ce week-end, et voilà, je vais rejoindre mon fils parce qu'il commence à faire n'importe quoi, je m'entends là, vous entendez? C'est genre, allez maman, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Bref, voilà, je vous laisse, je vous reprends un peu plus tard dans le week-end. On est dimanche matin et je me suis réveillée un peu tôt, un peu trop tôt à cause d'un petit moineau qui chantait à 5 h du mat. Donc j'ai un peu la tête dans le pâté, mais c'est pas grave, les spectacles sont terminés, ça s'est très bien passé. Ça sonne un petit peu, pas le début des vacances, mais ça sonne le relâchement. Voilà, ça y est, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Pas me reposer, mais me poser. J'ai encore quelques cours jusqu'à début juillet. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait 6 dans les gants. Et ben voilà, magnifique. Elle est super. Donc le début de la décompression un petit peu et d'un peu plus de temps à consacrer aussi à des chroniques. Là, je vais poster ce matin sur le Valentin Musso. Le mystère de la maison aux 3 hommes, et je vais essayer de rattraper un petit peu le retard. Alors maintenant mon feed Instagram c'est moi avec un livre, moi avec un livre, moi avec un autre livre, parce que j'ai plus le temps de faire des belles photos, enfin voilà, j'ai plus voilà, si ça se présente, si je peux, j'en fais, mais vraiment sinon c'est pour faire une chronique, pour laisser une trace, et pour après pouvoir la mettre sur le blog aussi. Donc voilà, niveau lecture, j'ai avancé un petit peu, là je vais essayer de l'avancer aujourd'hui, je suis page 227. J'aime toujours autant, enfin voilà, je vous le débrief, j'espère quand même finir cette semaine, parce que je dois commencer demain Les voleurs d'innocence, en lecture commune avec plusieurs. J'ai aussi commencé à l'audio La Meute de Olivier Ball, et je me rends compte que je n'ai plus envie de lire, ou je n'ai plus vraiment envie de lire et d'écouter du thriller classique, je mets des gros guillemets, je ne remets absolument pas en question le talent d'Olivier Ball et des autres auteurs français du thriller, voilà. C'est juste que moi, j'en ai lu presque 10 ans, et du coup, voilà, maintenant je tends quand même à aller vers un peu plus
de thriller et de polar avec moins d'enquête, avec plus de psychologie, plus d'originalité, plus de structure particulière, plus de... je sais pas, un truc en plus en fait. Et c'est pas grave, alors je l'ai commencé, j'ai même pas vu de marque-page, j'en suis où? Alors attendez, on est où là? On est là, 1er février, non pas encore, je suis au chapitre 4 je crois. Ouais, j'ai lu 40 pages. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu souvent le même schéma, avec un prologue qui fait ta 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 ta, qui donne le ton, et après, hop, on arrive sur un personnage un peu caricatural. Là, en l'occurrence, une femme qui arrive chez elle, qui est énervée, qui est un petit peu alcoolisée, qui dit maintenant je vais m'expliquer avec mon mari, il y en a marre, et puis en fait on se doute que son mari il est mort, voilà. Et puis après on ouvre une enquête, on découvre des personnages, des commissaires, des flics, des inspecteurs, qui sont tous un peu, ils sont tous flics, donc ils ont beau avoir leur caractère. Moi, ça m'attrape plus, en fait, ce genre de choses. Alors, je sais qu'il y a un public, et c'est super, et c'est top qu'il y ait des polars et des thrillers français de qualité. Je ne remets absolument pas encore une fois en question la qualité de ce bouquin et des autres, parce que j'ai aimé les lire, et parce que peut-être que je retournerai là-dedans plus tard. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie d'un truc plus original, en fait. J'ai écouté ça, je me dis, ah oui, bon, ok, donc il y a l'enquête, tout ça. Mais je suis lassée des enquêtes, en fait. Je crois que je suis vraiment lassée des enquêtes. Bon, je sais pas ce que je fais, je sais pas si je le continue à l'audio. J'ai pris un crédit audio, donc de toute façon je prends la voiture, je vais peut-être le continuer. Peut-être qu'il va me surprendre, qui sait, ok, pourquoi pas. Mais il fait quand même 500 pages. Et voilà, l'ange noir encore frappé, chaque fois sa victime est enterrée, vivante et meurt étouffée. Ouais, ok, en fait le scénario de base, ça va, mais c'est dans la structure, dans l'originalité, dans les chapitres, ça pourrait être, je sais pas, il pourrait y avoir plus de chapitres, par exemple en Italie, qui suit un personnage, on ne sait pas qui, puis un autre chapitre à la seconde personne ou à la première personne, d'un personnage dont on ne sait pas qui il est, puis, je sais pas, un twist, un truc temporel, enfin, il y a plein de manières d'être surprenant, et pour l'instant, j'ai lu 40 pages, hein, je m'avance un peu, mais je sens le schéma classique, en fait. Bon. Peut-être que je me trompe encore une fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir un super twist et que ça va tout retourner. Peut-être, hein. Donc je vais continuer. Donc voilà, on suit Sophia et Gabriel qui sont flics. Voilà, qui cherchent à mettre la main sur un tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Et l'autre, Gabriel, qui enquête sur l'assassinat de réfugiés dont les corps sont retrouvés affreusement lacérés. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, je sais que je veux plus, que j'en attends vachement plus, en fait, maintenant. Donc, j'avais noté une liste de thrillers hyper particuliers, hyper originaux, déjà sur Livre Addict. Je vais voir si je me penche aussi là-dessus. Mais là, comme on me l'a envoyé, je ne l'ai pas demandé. J'aime beaucoup ce que fait Olivier Ball, hein, mais il manque un truc. C'est pas très grave, je verrai. Voilà. Sinon, c'était à peu près tout. Je vais vraiment essayer de lire aujourd'hui. Et demain, je vais peut-être essayer d'aller bosser en transport. Oh, ça va être chaud. En voiture, ça serait plus pratique. Ah là là, faut que je m'organise pour les lectures là, cette semaine. Et puis à la fin de la semaine, il y a Créteil en Pêche. Ça va être trop cool. Je suis trop contente. Ça va être trop bien. Ça va être vraiment, vraiment cool. Ça va être comme ça. Mais avant, il faut que je sorte au moins un livre de la palle, à savoir Les voleurs d'innocence. Et puis pour la suite, on verra. Mais de toute façon, je sais, le mois de juin, c'est le mois pal. Et après, no buy. Ah tiens, il faut que je fasse le visuel pour le no buy estival et que je lance la story Instagram aussi. Voilà, j'ai commencé les vidéos de l'été. J'ai filmé une vidéo, je sais même plus quoi, jeudi, qu'il faut que je monte. J'en ai filmé une autre qui est montée. Elle est en 2 parties et il faut que je filme la deuxième partie. Je veux en faire une autre, mais pour ça, il faut que j'aille dans Paris. Et je sais pas trop, je vais faire une tournée de librairie. Je sais pas trop si ça vous intéresse, parce que je le fais souvent. Donc j'ai peut-être envie de changer. Il y a une vidéo sur mon rapport à la littérature asiatique et au manga, surtout. Parce que j'avais déjà fait un top asiatique, et là, je vais faire plutôt mon rapport au manga et toute l'histoire que j'ai avec ça. Si ça vous intéresse. Je sais que ça intéresse moins de monde que mes vlogs, tout ça, mais c'est pas grave. Moi, je sais que j'avais eu la demande plusieurs fois. Et puis je vais faire aussi une vidéo sur
les auteurs. Alors je vais faire les auteurs qui me tentent, auteurs et autrices qui me tentent, mais que je n'ai jamais lu. Et finalement, je pense pas faire ça. Voilà, après je vais voir un petit peu ce qui m'inspire. Et s'il n'y a que 3 ou 4 vidéos de l'été, ça sera bien. En sachant que je vais finalement avoir du temps aussi pour vlogger cet été. Donc à voir comment je fais, comment je m'organise. Mais il y aura des vidéos de l'été. Pour sûr, il y en a 3. 4, il y en aura 4 si je filme celle avec les mangas. Donc c'est déjà pas mal, voilà. Et puis voilà. Et bah écoutez, je vais aller lire. Nous sommes mardi matin et je vous prends un vlog rapidement pour vous dire que j'ai terminé Rendez-vous au point zéro de Frédéric Le Ternier. Et c'était un petit coup de cœur. C'était vraiment une lecture agréable qui m'a sensibilisée à plein de choses, qui m'a rendue assez émotive d'une certaine époque, avec beaucoup de références en fait à la fin des années 90, à la fin des années 2000, et du coup avec un petit brin de nostalgie sur les relations humaines, sur les relations adolescentes, adultes, puis adultes confirmés à 30 ans. Et c'était une belle histoire, on les suit, ces copains là, tous les 4, tous les 5, et puis on suit leur histoire, on voit les chemins qu'ils prennent. Et voilà, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est hyper poétique et tout, non, ça fait le taf, c'est bien fait, c'est bien construit, il y a du rebondissement, on ne le voit pas venir, enfin moi je ne l'ai pas vu forcément venir, je sais qu'il y avait plusieurs parties mais je ne m'attendais pas à ça, et j'ai trouvé ça assez original, ouais, pour moi, parce que j'en ai pas lu beaucoup des comme ça, et puis voilà, j'ai beaucoup aimé, donc c'est un petit coup de cœur, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et voilà, je vous le recommande fortement. Plein Feu, son dernier, c'est Ludivine qui l'a vraiment beaucoup aimé, je vous le mets là. Il est chez Récamier, il est sorti, je sais plus quand, en mai peut-être là, je crois, avril ou mai. Et du coup, voilà, Rendez-vous au point zéro. Le point zéro, c'est à la Grande Motte, c'est un lieu. Et d'ailleurs, il y a plein de lieux qui sont cités dans ce bouquin. Il y a le Levant, il y a le Couchant, le Ponant, le point zéro, je vais vous en citer quelques-uns, Lunel, pour ceux qui connaissent la Grande Motte, la Promenade des Vents, la Passerelle des Monstres, l'église de Saint-Augustin, du 7 au Sunset, de 7 pardon, au Sunset, place des Trois Pouvoirs, etc., etc. Et puis après, on va un peu dans Paris aussi. On va sur le port, on va où encore ? Au Paradis du Soleil, enfin bref, il y a plein de noms de lieux. La Grande Motte est vraiment un personnage à part entière aussi, parce qu'il se déroule, cette histoire se déroule à plein d'endroits de la Grande Motte, pas que, mais en grande partie. Et voilà, c'est vraiment bien fait, c'est un premier roman, je trouve que c'est très réussi. C'est une révélation, je comprends pourquoi, moi ça avait été un petit coup de cœur, donc je vous le recommande. Et j'ai donc commencé Les voleurs d'innocence de Sarai Walker. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'elle s'appelait Sarah. Et j'ai vu hier, je fais « Hey, mais c'est Sarai Walker !» Et cette couverture est absolument superbe. Je la trouve encore plus belle que la couverture grand format. Ça me fait penser à là-haut, mais avec des fleurs, en fait, à la place des ballons. Et vous voyez qu'il y a un fusil. Parce que nous suivons 6 sœurs, les sœurs Chappell. Et les Chappell ont une fabrique d'armes à feu aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique. C'est ça, hein, dans le Mexique, je crois. Et on suit donc, alors je vais les nommer parce que je n'ai pas tout, Aster, Rosalinde, Kala, Daphné, Iris et Hazel, dite Zélie, qui sont nés dans les années 30 avec leur mère Belinda et Henry, leur père, et on suit comme ça cette famille, et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en pris d'une malédiction. On pense que la mère pense qu'il va se passer des choses assez tragiques au mariage de sa première fille, et voilà, j'en suis là, j'ai lu 100 pages, 98 pages précisément. Il en fait 590. Pas de panique, j'ai toute la semaine pour le lire si je veux. Et voilà, c'est très bien écrit, c'est très poétique, c'est très aérien. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a un espèce de truc un peu flottant, une plume flottante. Elle cite à un moment donné, enfin elle cite, oui, elle fait référence à Emily Dickinson, et c'est tout à fait l'ambiance d'un récit ou d'un poème d'Emily Dickinson. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette image-là en tête, avec cette maison en forme de gâteau de mariage, comme elles disent, où les filles habitent ensemble avec leurs parents. Elles disent pas leur père et leur mère, elles les appellent Belinda et Henry. Et donc les filles, là la première, je suis dans les années 50, la première va se marier, elle a 20 ans, et elles ont quand même un caractère assez
sororales, on va dire, entre elles. Donc c'est vraiment pas mal du tout et j'aime bien. Voilà, donc pour l'instant, je suis bien. J'ai été un petit peu perturbée au début parce que le tout début fait référence à une femme qui a l'air d'être artiste peintre et qui reçoit des courriers de fans parce qu'elle est assez célèbre. Et j'étais perdue, je me dis, bon d'accord, on va où? C'est qui par rapport aux autres sœurs? Et en fait, on était dans les années 2017, donc je me suis dit, ok, donc c'est après, mais il doit y avoir un lien. Bref, voilà. Je n'en sais pas plus, je continue aujourd'hui, je vais essayer de bien l'avancer aujourd'hui, même si ça va pas être dingue, parce que ce matin, je prends les transports. Si je peux lire 100 pages, ça serait cool. Vraiment, ça serait cool. Mais en même temps, je tombe de fatigue, donc je vais peut-être me faire une sieste. Oui, il est 8h30, tout est normal. Je vais faire une sieste à 8h30. Je prends les transports ce midi, et cet après-midi, je prends la voiture pour aller au boulot. Donc, je vais pas lire ça, du coup, je ne peux pas, je l'ai pas en audio. Mais j'ai toute la semaine pour le lire, tranquillou. Donc j'aurai plusieurs opportunités de prendre les transports cette semaine. Et à mon avis, il sera fini tranquillement. Je commence lundi Le baiser de la demoiselle de... Ah, j'ai oublié son nom. Kate Foster, je crois. Que j'avais acheté au Quai du Polar avec Estelle et Morgane aussi, on lit toutes les trois. Et avec une autre fille, je crois, peut-être à 4. J'avais prévu de lire Tant de nuances de pluie, mais je le lirai plus tard, c'est pas très grave. Et si je finis Les voleurs d'innocence avant lundi, si genre il me reste 2 jours de lecture, dans les files d'attente de Créteil en poche, je prendrai un petit. Vous savez, un petit truc de 200 pages qui se lit vite. Peut-être La Louve ou La sorcière de Limbridge, machin truc là. Je vais pas le lancer dans un pavé, mais j'ai des tout petits trucs. Ou alors, le recueil, peut-être La forêt barbelée de Gabriel Filtashiba, peut-être. Et bref, donc peut-être ça ou autre chose, mais un petit qui est dans ma palle. J'ai ouvert le Nobail estival, ça y est, on est 25 je crois déjà dans le groupe, donc c'est trop bien. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, donc on est en train de faire un point palle. Et j'ai moi-même fait un point de toutes mes palles, et j'en ai 33. Voilà, en tout, j'ai 33 livres dans toutes mes palles. Tout compris. Donc c'est pas dingue, ça va, c'est pas non plus un nombre fou. Mais j'ai aussi décidé d'en enlever, parce qu'il y en a que je n'ai plus envie de lire. Voilà, je les ai supprimés de mes palles, même la palle non prioritaire. Je sais que c'est des livres que je ne lirai pas. Donc je vais les offrir, parce que je sais que ça fera des heureux. Mais en tout cas, toute ma palle prioritaire me tente. Ma palle non prioritaire, il y en a un que j'ai enlevé, 2 que j'ai enlevé, ouais. Qui sont des services presque, finalement, qui ne me tentent plus. Et la faille spatio-temporelle, bah, c'est des tout petits, donc c'est des petits que j'écoule comme ça tout au long de l'été. Je fais aussi le challenge de Séverine Paye ton slip, mais je le suis pas du tout. Ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, comme le dit Séverine, c'est le challenge le plus facile d'Instagram, c'est-à-dire qu'on compte tous les livres qu'on lit cet été. Point, c'est tout. Et il y a plusieurs catégories, la taille S, la taille M, la taille L et la taille XL. Moi j'ai visé la taille L, je crois que c'est 25 livres, entre le 1er juin et le 31 août. Donc ça va, en 3 mois, il y a de quoi faire. Combien j'en ai lu? Je vais peut-être vous dire ça déjà là. Puisque d'ailleurs sur mon carnet de lecture, je suis trop à la bourre parce que ce week-end, vu que j'étais en spectacle, j'ai rien noté du tout. Je me suis arrêtée à jeudi 18. Voilà, donc il est peut-être temps que je me renouvelle un peu, donc que je me mette à jour. Everglade, j'avais commencé, mais j'avais pas commencé début juin. Mais je l'ai fini en juin. Je vais le mettre dedans. Allez. Everglade, Le mystère de la maison aux 3 ormes, Les suppliciés d'Apoigny, Les dernières heures des Deveril, Stella et l'Amérique, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Rendez-vous au point zéro. Ça fait 7. C'est ma 8e lecture du mois. Hey, c'est ma 8e lecture du mois. J'aime bien. Ah, c'est cool. Donc ça, c'est cool. Et après, j'en aurai peut-être 9 du coup. Peut-être 10 ce mois-ci. Oh, trop bien. Trop bien. Et puis après, on entame juillet. Donc ça va être chouette. Voilà, à part ça, je n'ai pas grand-chose à vous raconter d'autre. Donc je vais vous laisser et je vous reprends... Pas demain. Ah, demain, c'est la rentrée littéraire de chez Métayer, donc je vais peut-être filmer. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse de la place sur mon téléphone. On est toujours mardi. J'ai reçu un petit colis dans la boîte aux lettres que j'ouvre avec vous. C'est Pocket. Ah non. Ah non, ça va. J'ai cru que c'était une 3e fois vivante. C'est des haïkus. Oh, que elle est belle cette couverture! Alors c'est aussi des poèmes parce qu'effectivement c'est toujours cette couverture un peu cartonnée. Elle est très belle cette couverture. C'est de Pascal Senck. Ciel changeant, haïku de jour et de la nuit. Du jour et de la nuit. Oh, c'est cool ça.
Mais les haïkus, ouais, voilà, ça prend pas de place du tout. Pas de place du tout. Donc la mise en page est très aérée. J'aime bien les haïkus. C'est bref. C'est bref. Voilà, qu'est-ce que je peux vous lire? Un petit haïku ou deux. À l'aube, le souffle du vent s'embrouille par les blés jusqu'à l'oreiller. Ah, on a un peu de texte quand même au début de chaque partie, d'accord. Début de l'aube, un craquement de parquet dissipe l'ombre. Premières heures, dans le silence bruit la vie des autres. Aube grise, des gens encore sans masque dans mon dernier rêve. Première lueur, déjà le chat repart dans la nuit d'automne. Aube de décembre, la lumière avance sans attestation. Matin de janvier, de l'épais manteau noir, rien ne perce. Aurore grise, dans mon rêve, tous mes morts, bien vivants. Pardon. Merci Pocket. C'est beau parce que c'est un peu nacré. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un petit jeu de couleurs. Et ben merci beaucoup. Donc écoutez, il fait 240 pages, mais il n'y a pas que des haïkus en fait. Parce qu'effectivement, c'est il y a un peu de texte comme ça. Quelques pages de texte. Et après, on repart sur des haïkus. Puis sur une nouvelle partie, vous voyez, quelques pages de texte. Et ensuite des haïkus. Donc ça peut être finalement assez dynamique. C'est pas mal. De l'aube à la fin de la nuit, ce recueil est une invitation à traverser et à ressentir des changements de lumière, de climat et d'état d'âme. Il raconte une journée vécue de l'intérieur. Célébrant la poésie des 24 heures, ces méditations du quotidien n'ont qu'un but, réveiller le goût des minutes inutiles. Oh que c'est beau. Oh, j'adore. J'adore. Merci Pocket. Merci beaucoup. Il est sorti... Ah oui, il est sorti le 15 mai. Alors, elle est journaliste, auteure et poète. Elle conçoit et anime des ateliers d'initiation à l'écriture et à la philosophie du haïku. Elle a notamment publié l'effet haïku en 2016 et Mon année haïku en 2017. D'accord. Ils sont sortis tous les deux chez Poche. Chez Point, pardon, Poche. Merci Pocket. Voilà, moi je vais récupérer le kit rentrée de mon fils. Il y a la queue, j'ai vu, et là je vais y aller. Donc je vais prendre mon livre parce qu'il y a du monde. Et je suis page 199, là j'arrive aux 200 pages. Alors autant le début était un peu long, autant là il y a eu un chapitre assez angoissant et dans la description vraiment inquiétante, dont la description était inquiétante. Et donc j'avance, je vais avancer là. Je pense que le temps que j'avance pour récupérer le kit rentrée, j'en ai bien pour 30 minutes, donc je vais faire ça, je vais avancer mon bouquin. Sa vie a vraiment toujours tourné autour du piano. Pourtant, un jour, en fait, lors d'une répétition, ça le plaît, elle va se planter. Elle va décaler. Et à partir de ce moment-là, toutes ses certitudes s'écroulent. Elle remet en question toute son existence, et particulièrement les choix qu'elle a faits, et peut-être aussi ceux qu'elle n'a pas faits. Et c'est vraiment ce moment de basculement que le roman saisit. Un moment où elle se rend compte que peut-être son existence n'a été qu'une suite de passages en quelque sorte de main en main. D'abord sa mère, puisque quand on est musicien, en général on est très tôt mis devant son instrument, et ça a été le cas pour Ethel, puisque c'est sa mère qui l'a mise au piano bien avant qu'elle sache parler. Son agent, Pierre, qui l'accompagne dans sa carrière, dans ses choix, qui devance à peu près tous ses besoins. Et puis Claude, qui se partage sa vie amoureuse, qui est un grand chef d'orchestre et qui d'une certaine manière aussi oriente les choix de sa carrière. Et puis il y a le piano, où finalement elle se rend compte que peut-être que c'est davantage lui qui l'a choisi que elle qui l'a choisi. Et ce malaise en fait va l'entraîner à faire un geste inattendu, je vous dirai pas lequel, un geste qui va lui permettre en tout cas de tenter de se réapproprier sa vie et de retrouver une forme de légèreté et de sérénité. Alors je voudrais vous dire 3 choses sur ce texte. D'abord, c'est un très beau portrait de femme. Ethel
Elle est vraiment saisie dans un moment de vie bouleversant. Elle est extrêmement touchante parce qu'elle est prise dans tout un faisceau de contradictions. C'est quelqu'un qui est à la fois hyper lucide, hyper sensible, taiseuse, solitaire aussi, qui peut parfois être extrêmement agaçante aussi quelque part, mais c'est finalement ça qui la rend touchante. Et puis ce livre, où la musique est vraiment au cœur du roman, j'ai rarement lu un livre où la musique était aussi remarquablement traitée. D'abord parce que Marie, elle vous expliquera pourquoi, mais elle parvient à aborder finalement tous les écueils de la vie de soliste, que ce soit le trac, la solitude, l'aliénation qu'on peut avoir vis-à-vis de son instrument, mais aussi cette quête de la perfection, de la note juste. On parlait de ce roman il y a quelques années. Eh bien, le roman n'était pas encore publié en Espagne, et donc je lui ai dit, mais donne-moi ce roman, je te ferai l'édition sur le texte initial, et ça sortira d'abord en France. Et donc cette sortie, c'est une sortie mondiale. Vous êtes les premiers libraires à avoir la possibilité de lire ce roman. Et alors, avant de vous dire ce que moi j'en ai pensé, je préfère laisser d'abord la parole à Gérard. C'est un roman monstre, mais c'est un roman qui a commencé par quelque chose d'assez simple. Gérard, est-ce que tu peux nous dire où est né ce roman? Primer de tot, gràcies avui per estar aquí. Responent a la pregunta del David, això comença el 2008, quan casualment descobreixo una informació curiosa, que és el naixement d'Adolf Hitler i Charles Chaplin en 4 dies de diferència de la mateixa setmana, del mateix mes, del mateix any. Tout d'abord, merci beaucoup d'être ici. Cette histoire commence en 2008, lorsque j'ai découvert un événement comme quoi Charles Chaplin et Adolf Hitler sont nés la même semaine avec 4 jours d'écart. A partir d'aquí em crida molt la curiositat, em pica la curiositat de saber perquè aquests dos personatges són aparentment tan diferents i alhora tan propers, i començo a documentar-me, i començo un procés molt llarg de documentació on em començo pràcticament a obsessionar. À partir d'ici, je me suis dit, quoi, ces deux personnages, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi différents mais aussi proches en même temps, et c'est arrivé un processus où j'étais même un peu obsédée par ce fait-là, et j'ai commencé à me documenter sur ces deux personnages. Pauline, ça parle. En fait, au début, je voulais écrire, vous savez, c'est en allant au salon à la fin du livre de Brive. J'étais face à François-Xavier-Delmas, qui venait de publier un livre, et au nord d'Orléans, on longe pendant 18 km, une espèce d'aqueduc de béton. Et c'est lui qui me dit, mais tu sais ce que c'est ça? Et il me raconte l'histoire de l'aérotrain, ce véhicule qui, en 1974, 15 ans avant le TGV, va à 430 km/h. C'est une espèce d'avion, c'est un train sur Toussaint-Berre, c'est, comme on disait aux actualités à l'époque, c'était ni train ni avion, mais les deux à la fois. Voilà. Et donc cette idée a commencé à germer, et je me suis un peu renseigné sur cette histoire. Et puis, comme à chaque fois dans ces cas-là, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas tellement l'histoire de l'aérotrain que j'avais envie de raconter, mais un peu l'histoire de cette époque où il y avait cette idée de conquête spatiale, de véhicules qui vont toujours plus vite. C'est le début de l'hyperconsommation, c'est ça, c'est les 30 Glorieuses, et toute l'imagerie qu'on en a aujourd'hui, et tout ce qu'on paye aussi aujourd'hui. Voilà, je ne voulais pas faire une espèce de grand livre en hommage aux 30 Glorieuses. Et donc, je raconte l'histoire d'un gamin qui a des rêves un peu trop grands pour lui, et qui, au moment où toute la France, toutes les campagnes se vident pour aller dans les villes, lui, il fait le chemin inverse, alors qu'il a 10 ans, en 1956. Il va s'installer avec sa famille dans l'Orléanais. Et donc il suit la conquête spatiale, mais il arrive à s'intégrer dans son école. Alors c'est le Parigo, il n'est pas forcément bien vu, mais comme il sait bien raconter les histoires, il finit par se faire des copains. Et puis donc il rêve de tout ça, et il se rend compte qu'il, malheureusement, il est meilleur en rêve qu'en maths, en physique et dans toutes les matières qui pourraient lui être utiles pour préparer Polytechnique. Mais il se dit, c'est pas grave, pour que Neil Armstrong marche sur la Lune, il a fallu qu'il y ait un paquet d'ouvriers qui fassent des soudures. Et ben moi, je veux bien être un de ces gars-là qui va faire des soudures, qui va faire du béton, et qui va permettre tout ça. Bon, je sais pas si c'est peut-être un peu con. Ah oui, puis non, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand il a 14 ans, il rencontre une Bordelaise qui vient passer, moi je viens de Bordeaux, c'est pour ça que
Bon, bah, Merci d'avoir précisé. et qui vient passer tous ses étés à la campagne, parce que ses grands-parents ont une maison là. Et donc, elle rêve d'être comédienne, et elle va se rapprocher, elle va vivre ses rêves. Plus lui va, en quelque sorte, s'éloigner un petit peu de ses grands rêves, elle va s'en rapprocher. Là. Et ils vont se retrouver tous les étés. Et c'est cette histoire-là aussi que j'avais envie de raconter. Qui va se battre avec la nature qui l'entoure, une nature très particulière, une nature en apparence idyllique. Imaginez une ferme, une bergerie, plantée au milieu de 3 collines, chacune surmontée d'un chêne, avec en contrebas une rivière dont on entend le chant chanteur. Mais ce tableau n'est qu'en apparence idyllique, car il va être la proie des temps, de l'usure des temps, à la fois les intempéries, les canicules, les orages qui bouleversent les lignes traditionnelles du jardin, mais aussi l'effet de l'âge, du vieillissement, les maladies qui s'abattent sur les brebis, et l'usure qui guette la famille de cette petite fille, à savoir son père qui porte seul sur ses épaules le poids d'exploitation familiale, et sa grand-mère qui porte sur elle des décennies et des décennies d'histoire et de légendes, et aussi un peu de ce que c'est que la transformation de nos campagnes. Et cette petite fille, elle va poser un geste fondateur, un geste mythique, pour tenter d'inverser l'érosion et l'usure du temps. Et dans cette petite fille, le lecteur et les lectrices vont pouvoir mettre énormément d'eux-mêmes. C'est un texte de l'enfance, c'est un texte de la nature, c'est un texte du lyrisme. Effectivement, c'est en travaillant au service manuscrit de l'Iconoclaste que l'envie d'écrire m'est venue. En lisant des manuscrits toute la journée, forcément on est inspiré et on a envie de se lancer à notre tour. Et j'avais depuis quelque temps en tête la première scène, en fait, le premier chapitre. J'avais envie de commencer cette histoire les mains dans la terre. Et en parallèle, j'ai imaginé la fin de l'histoire. Et c'est à partir de ces 2 fils conducteurs que j'ai déroulé l'intrigue, développé les personnages et voilà. L'image de cette petite fille, la petite fille, elle n'a pas seulement les mains, elle a les mains, les pieds dans la terre, la tête au milieu, la tête qui essaie de résister contre le soleil qui tape, qui pense au chêne, qui pense à sa chienne. Comment cette image s'est imposée? Alors, je me suis beaucoup inspirée de mon enfance, puisque j'ai grandi dans un lieu-dit entre Rodez et Millau, et aussi mes parents sont agriculteurs. Donc je me suis beaucoup inspirée de ce rapport à la terre, très fusionnel, et des paysages avec lesquels j'ai grandi. It's such a pleasure to be with you, and thank you, Nicola. You know, it's heroic, actually, of you to have come out on such a warm night to listen to others. I'm so appreciative. C'est un plaisir d'être avec vous, et d'ailleurs c'est héroïque que vous soyez là dans une soirée aussi chaude, juste pour venir écouter quelques écrivains. When I was a child in Scotland, there was a children's book called Where's Wally? Sometimes Paris fashion shows. If you look very carefully at photographs during the collections, you'll see Catherine Deneuve, you'll see Anna Wintour, and this small Scottish man at the edge of the picture. C'était pas seulement partout dans la ville de Londres, mais si vous voyez par exemple les photos des grands événements de mode, avec Catherine Deneuve, Anna Wintour, il y a un petit Écossais qui traînait dans le coin. I was trying to find the truth of our time and get it into a big social novel. J'essayais de trouver la vérité de nos temps actuels et de mettre tout ça dans un grand roman social. At one point, my research got so ridiculous that I ended up having lunch with the Queen. À un moment, mes recherches sont devenues tellement absurdes que j'ai même déjeuné avec la reine d'Angleterre. I don't know how it happened, but I do know how it happened. I sneaked in with an actor and somehow was in a reception at Windsor Castle where the Queen was present. C'est arrivé parce que j'ai accompagné, je me suis glissé avec une actrice que je connaissais, et je me suis retrouvé dans une réception au château de Windsor. The room was full of Japanese and Russian oligarchs having conversations that I couldn't believe. Il y avait des businessmen japonais, des oligarques russes, et moi j'arrivais même pas à croire tout ce que j'entendais. And I thought, you know, with Charles Dickens in mind or with Balzac in mind, I must make notes. So I would go to the gentleman's room and take notes on the sleeve of my shirt. Et moi, je pensais à Balzac, je pensais à Dickens, je me suis dit, il faut que je prenne des notes, mais je ne pouvais pas sortir mon carnet. Du coup, j'allais aux toilettes pour hommes, et en fait, j'enlevais ma veste et je prenais des notes sur mes manches. At one point, the Queen was standing next to a Japanese pop star called Yoshiki.
À un moment, la reine était à côté d'une pop star japonaise qui s'appelle Yoshiki. He had a long silk scarf. It was a windy day and it blew up into the air. Et il avait Yoshiki une écharpe verte en soie, une très longue, il y avait beaucoup de vent et ça s'est envolé dans les airs. I swear this is true. It came back down and wrapped itself around the Queen's neck 3 times. Et je jure que c'est vrai, l'écharpe est descendue et s'est envolée 3 fois autour du cou de la reine. You must have a heart of ice to be a novelist. I looked at the situation and thought, this is great for my book. On doit avoir un cœur complètement gelé pour être un romancier. Et j'ai regardé cette scène et je me suis dit, c'est merveilleux pour mon livre. But seriously, being a researcher for a big social novel was about trying to capture so much material that this would become a living newspaper, a social novel that we hadn't seen for a long time. Mais plus sérieusement, en fait, avoir fait autant de recherches, c'était cette volonté d'écrire comme une espèce de journal quotidien sur nos temps aujourd'hui et qu'on n'avait pas lu ou vu depuis très longtemps. Those were the kind of books I loved reading growing up. The books that would take you into a society full of rich and poor, full of the high society and the low. C'était les livres que j'adorais lire quand j'étais enfant, des livres qui vous amenaient voir et explorer toutes les classes sociales, les très riches et les très pauvres aussi. It took 10 years. 10 years of this research, of being Where's Wally? Et j'ai mis 10 ans à être Où est Charlie? And you know, sometimes I'm surprised even myself to find that I was so deep into the society of London I was trying to describe. I wondered if there would ever be a book. Parfois j'étais surpris parce que j'étais tellement à fond dans mes recherches dans cette société londonienne pluriforme que je me demandais même si j'arriverais à écrire un livre. So what is this book about? Du coup, de quoi parle ce livre? There's a man called Campbell Flynn. Il y a un type qui s'appelle Campbell Flynn. He's a famous art historian in London. C'est un historien d'art célèbre à Londres. He's at the top of his game. He's famous, a public intellectual. Il vit sa meilleure vie. Il est fameux et c'est un intellectuel connu He's et always reconnu. on BBC. He's writing for the New Yorker. He's a famous academic, and he's written a book about Vermeer that everyone loves. Il l'invite à la BBC, il écrit pour le New Yorker et il vient d'écrire un livre sur la vie de Vermeer que tout le monde semble adorer. But this man is falling apart. Mais cet homme est en train de tomber en ruine. There are secrets in his life that the reader begins slowly to understand. Il y a des secrets dans sa vie que le lecteur commence petit à petit à comprendre. Despite being a famous English liberal, a man who's been on the right side of history, Et malgré le fait d'être un Anglais progressiste de 50 ans qui est a priori dans le bon côté de l'histoire, he has relationships with the British aristocracy and Russian oligarchs, which are corrupt. il a des relations corrompues avec les oligarques et avec l'aristocratie britannique. He's desperate for more money. He's desperate for more respectability. Il veut plus d'argent, il veut plus de respect. And what we see over the course of this long novel is a man in crisis who somehow enters into the whole of a society that is also in crisis. Et ce qu'on voit pendant ce long roman, en fait, c'est un homme qui entre dans une crise, dans une société qui est déjà en Vous crise. savez que les éditeurs ne publient pas des livres, ils publient des auteurs. Et donc le jeu et la joie d'un éditeur, c'est de suivre un auteur. Ça présente des risques, car parfois les auteurs, Bernardo Carvalho en particulier, après avoir construit une image sur certains thèmes, et ça marche, et les libraires le reconnaissent pour écrire sur les voyages, tout d'un coup, il s'est mis à écrire, il a écrit 2 romans expérimentaux extraordinaires qu'on n'a pas vendus du tout. Et là, c'était absolument catastrophique, et moi je trouve qu'ils sont géniaux. Toujours le décalage. Hein. Et là, il m'envoie ce livre, Les Remplaçants, et c'est un très grand livre, parce qu'il nous raconte une histoire simple. Un enfant et son père sont dans un petit bimoteur au-dessus de l'Amazonie, et ils vont visiter des terres. Nous sommes sous la dictature des militaires, et le père a acheté des terres en Amazonie. L'enfant va vivre, il nous raconte ce qu'il vit, et en même temps il lit un livre de science-fiction qui s'appelle Les Remplaçants, et dans lequel on voit pas bien où il va. Son père soupçonne que ce livre est un livre de gauche,
et il n'est pas du tout... Alors il lui demande de le raconter en détail, et c'est un livre qui envisage les relations entre des parents et des enfants. Et ce petit garçon vit des choses terribles, et son père l'abandonne dans une ferme, et il entend une conversation à la radio, radiophonique, et il ne comprend pas de quoi il s'agit, et il s'endort, et le temps passe, cet homme devient un homme qui fait des études d'ethnographie, qui est quelqu'un de respectable, et qui garde toujours dans la tête l'idée qu'il est passé, il sait quelque chose qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas qu'il sait. Et c'est pour ça qu'on les achète. Il y en a d'autres, c'est tout simplement l'agent qui vous l'envoie, vous le lisez, et c'est excellent. Mais celui-ci a une histoire, en tous les cas, assez étrange, que j'aime beaucoup. Et c'est ce que j'appelle habituellement la partie métaphysique de ma présentation. Et en fait, une fois, je me souviens très bien, j'étais allé déjeuner avec une collègue allemande et avec qui j'avais bossé il y a des années. Elle travaille dans l'édition, mais on n'avait bizarrement jamais parlé de livres, pas une seule fois. Elle est arrivée et elle m'a dit, j'ai lu un livre autrichien, il faut que tu le lises. C'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment, ça te plaît, je te connais, tu vas voir. Je lui ai dit, ok, je le note, j'envoie un mail, personne ne me répond, la vie continue. Et quelques jours plus tard, une amie française qui vient d'Allemagne me dit, j'ai lu un livre, ça va te plaire, tu vas voir, c'est ça, c'est Les Incommensurables. Et j'ai dit, ah ok, bon, ça devient intéressant, je relance l'agent, je me dis, ah pourquoi il ne me répond pas, on a des mails, on a des choses à faire, la vie continue, j'attends la réponse. Et 3 jours après, je me dis, bon, ce livre, il tourne, il est là, je vais réécrire à l'agent, et l'éditrice du livre en Allemagne, que j'avais rencontrée à la foire de Francfort, m'appelle pour me dire, il faut que tu fasses ce livre. Je lui dis, mais c'est un complot, ce truc, c'est pas possible. Et du coup, je me dis, ok, je vais appeler ma pote en Allemagne pour parler vraiment de ça. Il m'avait envoyé entre-temps un sample de traduction, on l'avait fait lire à notre directrice de la collection allemande, elle m'avait dit que c'était super, mais je voulais être sûr. Et j'appelle Niki, ma copine en Allemagne, et au moment où je vais l'appeler, vous voyez, on s'envoie beaucoup de textos, mais on ne s'appelle pas. Je vois son visage apparaître sur l'écran de mon téléphone, elle était en train de m'appeler. Là, j'avais extrêmement peur, je me suis dit, mais c'est trop pour moi. Du coup, il y a mon téléphone qui tombe, il se cache, je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, je dois rentrer au bureau, faire un zoom avec elle. Je lui dis, Niki, je sais, tu m'appelles pour me parler des incommensurables. Elle me dit, non, en fait, tu m'as parlé d'une recette et je voudrais que tu me la donnes. Et je lui dis, c'est pas grave, je pense que je dois faire des incommensurables. Et du coup, c'était très drôle parce qu'après, quand j'ai fait la recherche sur l'auteur, je me suis rendu compte que Raphaël Edelbauer, elle était la fondatrice de l'école pataphysicienne de Vienne. Je me suis dit, voilà, tout marche. Mais de quoi parle ce livre? Pourquoi est-ce qu'il est bien, mis à part ces coïncidences métaphysiques? On est à Vienne en 1914, le 31 juillet spécifiquement, et on sait que le lendemain, ce sera l'ultimatum allemand, c'est-à-dire que ce sera le début de la Première Guerre mondiale. C'est très satisfaisant comme lecture, c'est très intéressant parce que nous, lecteurs, vous, lecteurs et lectrices, vous savez ce qui va se passer, vous savez l'horreur qui va venir. Mais les personnages, 3 adolescents, et qui ont entre 16 et 18 ans, ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Les rues de Vienne sont en extase, une excitation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme qui s'appelle l'extase d'août, et c'était justement ce moment où tout le monde voulait partir en guerre. Vous voyez les images dans les documentaires des jeunes hommes avec leur drapeau qui partent avec un sourire parce qu'ils ne savent pas le massacre qui va arriver. Pourtant, c'est très étrange parce que la guerre existe depuis toujours. Mais c'est ce moment-là à Vienne. On suit donc un jeune garçon de ferme qui arrive à Vienne pour la première fois. On découvre cette ville creusée des arts et de la science pour la première fois avec lui. Ce qui est fascinant parce que je ne sais pas si vous êtes allé à Vienne en 1914, mais c'est une ville incroyable, vraiment incroyable. Et il va rencontrer un jeune garçon, musicien, et une jeune fille qui est mathématicienne et suffragette. On les suit pendant 24 heures dans cette Vienne extatique, ferveureuse. On va dans les hôtels particuliers, dans les bars miteux, dans les casernes militaires. Et en fait, tout ce qu'on va apprendre pendant ce jour-là, c'est cette idée que l'autrice a eue. Elle ne parle pas comme ça dans le livre, mais c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle s'était posé cette question, pourquoi cette extase d'août et pourquoi aujourd'hui, par exemple, un mouvement comme le mouvement anti-vax existe.
Qu'est-ce qui se passe que dans la tête d'une société, voire d'une planète entière, quelque chose qu'on avait donné pour rationnel ne l'est plus. Du coup, on suit ces gens-là, et chez Métellier, on est très attentif à ces livres. Vous vous souvenez sans doute, on a publié Lünen-Feuchtwanger, Les enfants Obermann, sur la montée du régime nazi dès 1933. Anna Segers écrit son livre La 7e fois en 1939. Et là, en fait, on ne parle pas de ça, on parle d'une autre guerre, mais on parle justement de ce mouvement de manipulation de masse. Donc, c'est un livre extrêmement urgent, et je pense que le fait avec un talent et un panache assez satisfaisant. Et c'est pas un livre pour les femmes, c'est un livre pour tout le monde, parce que c'est un peu femme, mode d'emploi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne parle pas français depuis plus 20 ans. Mais je vais commencer avec le suivant. Le contraire de la vie, c'est pas la mort. Le contraire de la vie, c'est la peur. La peur. Quiero empezar con esa frase porque la educación de las chicas se basa en el miedo. Je vais commencer avec cette phrase parce que l'éducation de filles est basée dans la peur. Y por eso he querido hacer esta novela en forma de thriller. Et c'est pour ça que j'écris ces romans comme si c'était un thriller. Porque la vida de las mujeres muchas veces es un thriller. Parce que la vie des femmes, souvent, c'est un thriller. Y aunque Catalina no soy yo, sí que esto está basado en una compilación de hechos que me han pasado a mí, a gente que conozco, a chicas que me han contado sus historias. Même si Catalina, le personnage principal, ce n'est pas moi, c'est quand même basé dans des histoires qui me sont arrivées à moi, à des filles que je connais, à des personnes qui m'ont raconté leur propre histoire. Entonces he construido una historia, he querido meterla toda en 4 horas. Donc j'ai construit une histoire, j'ai voulu tout mettre, tout condenser en 4 heures de vie. Y Catalina tiene esas 4 horas para entender la vida y para querer vivirla. Et Catalina, elle a donc ces 4 heures pour comprendre la vie et pour vouloir la vivre. Ya sabéis que los adolescentes son muy intensos, es una época muy complicada. Vous savez que l'adolescence, il y a beaucoup d'intensité, c'est un moment très compliqué. Para Catalina, como para muchísimos adolescentes, volver a casa es el peor sitio del mundo. Pour Catalina, comme pour beaucoup d'adolescents et adolescentes, rentrer à la maison, c'est le pire lieu sur Terre. Porque prefieren estar en la calle. Parce qu'ils préfèrent être dans la rue. Y para mí ha sido como una metáfora por eso está lleno todo de relojes. Et pour moi, c'était comme une métaphore, c'est pour ça que dans le livre, il y a une petite horloge qui marque l'heure, le temps qui passe. Llegar a casa sería algo así como la muerte, ¿no? Solo que ella en ese preciso momento, después de lo que le pasa, ese lugar, su casa, sería el sitio más seguro. D'arriver à la maison, ça serait comme la mort, mais en fait, après quelque chose qui lui est arrivé, justement après ça, sa maison serait le lieu le plus sûr. A pesar de todo lo que cuenta, yo creo que es un libro que contiene cierta esperanza. Malgré tout ce que ce livre raconte, je pense, malgré tout, qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce roman. Porque si no, muchas de nosotras no estaríamos aquí. Parce que sinon, beaucoup d'entre nous, nous serions tout simplement pas ici. Nous sommes jeudi matin et je pense que je vais conclure cette semaine de vlog aujourd'hui parce que là, les rushs font déjà 48 minutes. Je vais un peu parler et je pense que ça va être hyper long. Et je vais un peu parler, ça va être long, oui. Et puis en plus, en fait, le livre que je lis, je ne peux pas vous en parler. Voilà. Donc je ne vais pas beaucoup pouvoir vous débriefer là-dessus. Donc je préfère vous débriefer la rentrée littéraire et ma précédente lecture et conclure là en me disant il y aura un vlog de toute façon consacré à Créteil en poche ce week-end et je réouvrirai le vlog lundi à la suite de Créteil en poche. Et comme ça vous avez un vlog que je mettrai en ligne samedi matin par exemple, ça peut être bien. Hier j'étais donc invitée par Métayer, c'est pas Métayer, c'est Métayer, mais pas avec 2 L, vous voyez ce que je veux dire. À la rentrée littéraire, à la présentation de rentrée littéraire, il n'y avait pas que, il y avait aussi Alma, La Nouvelle Attila et Aux Forges du Vulcain. C'est 4 maisons d'édition d'un même groupe, maisons d'édition indépendantes. C'était à Saint-Germain et c'était super.
hyper intéressant. C'était passionnant, c'était pour les libraires, mais il y avait aussi des bookstagrammeuses, donc c'était passionnant quoi. On est fin juin, c'est des romans qui sortent fin août, et j'ai envie de tout lire, c'est très problématique, mais c'était vraiment top. On a commencé avec un roman qui s'appelle Ethel Aden de Marie de Chassey. J'ai mis en fait avant des extraits des conférences, enfin des présentations. Je suis désolée pour la qualité de l'image, c'était dans un petit théâtre et il y avait des gros projecteurs, donc ma caméra n'est pas ouf, et néanmoins j'espère quand même que ça vous a donné un petit peu une idée de tout ce qui sortait. Donc Ethel Aden, ça me tente beaucoup parce que ça parle de musique, il est très court, il est très aéré, il fait 140 pages et je pense sincèrement qu'il sera lu là cet été sans problème, et il a l'air trop bien, voilà, il a l'air génial. Ensuite nous sommes passés aux Forges de Vulcain avec un roman. Le truc fait 700 pages, mais il me donne de fou envie. C'est Doppelganger, je le prononce assez mal je pense. Vous voyez les deux personnages, je pense que vous les reconnaissez assez facilement, Hitler et Charlie Chaplin. C'est un huis clos satirique sur les derniers jours d'Adolf Hitler, on est en avril 1945, et il va y avoir un parallèle entre Charlie Chaplin et Adolf Hitler. Vous l'avez entendu peut-être, il y a un lien avec le thème astral en fait de Hitler. Il veut savoir son thème astral, sauf qu'on ne va pas lui trouver, on va trouver celui de Charlie Chaplin, parce qu'ils sont nés à quelques jours d'écart. Et ça a l'air hyper drôle, ça a l'air méga sourcé, ultra bien renseigné, il me tente mais vraiment énormément, mais il fait 700 pages. C'est un énorme pavé, mais voilà, je pense très sincèrement que je vais attendre quelques avis, et s'il y a des bons avis, s'il sort un peu du lot, je vais le lire parce qu'il me tente vraiment énormément. Donc voilà, ça sort fin août évidemment. Ça c'était Les Forges du Vulcain, et j'ai pas fini. Un petit chouchou d'auteur que j'attendais beaucoup, c'est Gilles Marchand. Couverture provisoire, on ne sait pas si ça va être ça. Les Promesses orphelines, mais en même temps non, parce que j'ai vu sur Instagram, et je l'ai mis d'ailleurs dans les images précédentes. Voilà, Les Promesses orphelines, en fait, pour moi, c'est ça, la couverture. Mais c'est joli aussi, comme ça. Ça nous parle des années des 30 Glorieuses. Et ça a l'air trop bien. Alors, ça me fait penser à du Bojangles, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser du Bojangles et des Diables et des Saints. Voilà, pourquoi? Je ne sais pas, et ça va être trop bien. C'est donc pendant les 30 Glorieuses, dans le village de l'Orléanais, un jeune idéaliste va mettre toute son énergie à tenter de participer aux grandes conquêtes de son époque. Et il va aussi rencontrer une femme, voilà. Donc ça a l'air trop bien. L'éditeur dit que c'est son meilleur roman, et j'ai très hâte, j'ai super hâte de le lire. Gilles Marchand, j'avais adoré Un funambule sur le sable, ça avait été un coup de cœur. La poésie avec du Mathias Malzieu dans le style, dans les mots, dans le... Oh là là, c'était trop bien. Donc très bien d'entendre parler aussi de son roman, très intéressant. Donc c'était Aux Forges de Vulcain. La Nouvelle Attila nous a présenté Malu, pardon, à Contrevent, qui a l'air très intéressant aussi, qui me fait penser à du Sandrine Colette, dans le côté terre, le côté nature, et voilà. Donc ça a l'air bien, il y a de très bons retours. Là on a 2 pages de retours des libraires déjà, alors qu'il a été présenté qu'en mai, et on a déjà plein de retours de libraires, donc ça donne hyper envie. On nous dit quoi? Malu m'attendrait beaucoup, c'est un plaisir de retrouver ces collines le soir en ouvrant le roman. D'une originalité et d'une justesse infinie, une plume très sensorielle pour un rapport fusionnel entre une enfant et la nature. On a hâte de le conseiller, ça a l'air super intéressant, vraiment trop bien. Et quoi d'autre? Et oui, et Métayer du coup, où on a entendu Andrew O'Hagan pour Caledonian Roan, pareil, il a l'air trop bien, roman sociétal, apparemment très bien écrit avec beaucoup d'humour. Il fait 600 pages, donc je n'ai pas pris non plus, mais il me tente énormément, je le demanderai peut-être. Et puis moi j'ai pris Des Incommensurables de Rafaela Edelbauer, parce qu'il me tentait déjà de base quand j'avais reçu le programme de la rentrée littéraire, je l'avais demandé, il me l'avait très gentiment envoyé en PDF en me disant voilà je le lirai cet été. Je ne pensais pas qu'il y aurait et que je serais invitée à la présentation de rentrée littéraire, ni qu'il y aurait les bouquins en papier, mais j'ai eu la chance de le prendre, et je l'ai même commencé, je suis déjà à la page 32, c'est super bien écrit. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est la rentrée littéraire et du coup c'est un livre qui va me faire la fin de la semaine et ce week-end. C'est pour ça que je préfère conclure le vlog maintenant, parce que de toute façon je vous en parlerai pas parce qu'il sort dans 2 mois. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture, une photo des années 10 quoi, des années 10, oui, des années début du siècle, du 20e siècle. Et on n'a pas le... On sait pas qui a pris cette photo. Normalement c'est écrit à la fin sur la couve, mais... conception originale Hansinger plus Rasp, Munich pour Klett Cotta. Ok, pictural. Donc c'est peut-être une photo
tombé dans les droits publics, enfin, vous savez, les trucs... Oh. Bref, vous avez compris, les photos qu'on a le droit de prendre gratuitement. Le domaine public, c'est tombé dans le domaine public. Voilà, la couverture est très belle. Et je suis bien dedans pour l'instant. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette belle rentrée littéraire. Merci encore Métayer et tous les autres de m'avoir invité. Je voulais vous parler une seconde de ma dernière lecture que j'ai terminée hier, que je sors de ma belle pochette. Les voleurs d'innocence, qui malheureusement est une belle déception. J'en suis navrée parce que il a été un coup de cœur pour plein de personnes. Je vais commencer par les points positifs et très positifs. C'est un roman hyper sororal, il y a presque que des femmes, on me parle presque que de femmes et ça fait du bien. Et voilà, et il y a une théorie comme ça, un théorème de je sais pas quoi, quand il y a 3 règles, je sais plus, je l'avais cité l'année dernière, où... il y a des dialogues de femmes qui ne parlent pas d'hommes, il y a, je sais pas, il y a... bref, je l'exprime très mal, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, c'est super sororal, c'est bien écrit, vraiment, c'est très bien écrit. C'est assez poétique, le début est très entraînant. Il y a des scènes angoissantes qui sont prenantes et émotionnellement fortes, que j'ai vraiment appréciées, beaucoup. Ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, il est très long. Il fait presque 600 pages et je pense qu'il a 200 pages en trop, au moins. Je pense que cette histoire tient en 200 pages, en fait 250 pages maximum. C'est répétitif. Et à partir, pour moi, de un peu plus de la moitié, ça me perd complètement. J'ai lâché, voilà. J'ai commencé à lire en diagonale, j'en suis désolée. Et la fin m'a complètement perdue. Je me suis dit tout ça pour ça... Autant le début était prenant, je vous avais parlé d'un roman un peu flottant, presque onirique, un peu victorien, même si ça se passe dans les années 50. Quelle déception, mais quelle déception de cette histoire, alors qu'il y avait un bagage stylistique dans la plume qui était tellement fort, et elle aurait pu faire un roman vachement plus original que ça, je trouve. Ce n'est que mon avis. J'en suis désolée pour les personnes qui l'ont adoré. Je suis très contente de l'avoir lu et de me faire mon opinion. Encore une fois, la couverture est superbe, mais non, pas du tout, vraiment pas du tout, ça m'a perdu complètement. C'est pas grave, il se lit super bien, il se lit super vite, j'ai bouffé les 300 premières pages hyper vite, malheureusement, voilà, ça l'a pas fait. Tant pis, c'est comme ça, ça arrive, mais voilà, il y en a plusieurs qui m'ont dit oh, j'ai pas aimé, je suis comme toi, je rejoins un peu ce que tu m'as dit, ce que tu as dit... j'ai pas compris l'engouement, tout ça. Ma libraire est pareil, elle a pas compris non plus. J'irai la voir cet après-midi d'ailleurs pour lui en parler. Mais voilà, j'en suis désolée. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé Les Incommensurables et qui va me faire la fin de la semaine et le week-end quand je serai dans les files d'attente de Créteil en poche, je pense. Mais comme c'est un grand format, je le mettrai peut-être, je l'ai en PDF en fait sur le téléphone, donc je vais peut-être le lire sur le téléphone en essayant de mettre la bonne page, enfin là où j'en suis plutôt. Et puis voilà, écoutez, je vais vous laisser là et je vais commencer doucement à me préparer pour Créteil en poche, à mettre mes livres dans les pochettes à livres et voilà, et à faire... Voilà, si vous me voyez à Créteil en poche, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fera très plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog post-Créteil en poche. Et là, vous voyez, là, j'ai plus 3 dans la page. En sachant que j'ai pas pris les plus gros romans quand même. Hein. Mais ça fait plus 3. Alors plus 3, moins 1 parce que Les Incommensurables, bah, je les retire. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller, tout va bien se passer. Je vous retrouve donc dans un prochain vlog la semaine prochaine et je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt.